Le 30 mars 1990, vers 23 h, des civils et des gendarmes font des observations étranges dans le ciel. 15 minutes plus tard, un centre radar situé à 40 km de Bruxelles détecte un éco-radar non identifié. 2 avions F-16 décollent. La chasse est lancée. La nuit est claire, avec une visibilité sur 8 à 15 km. Pourtant, les chasseurs vont poursuivre un objet qu'ils ne verront jamais. Tout le monde peut regarder le ciel. Et tout le monde a un jour observé les étoiles, les comètes, les galaxies. Mais tout le monde n'a pas eu la chance, la surprise et parfois l'angoisse de voir un ovni. Pour beaucoup de témoins de ces phénomènes étranges, c'est une expérience qui va bouleverser leur certitude. Bon, le problème métaphysique un peu, c'est que si c'est pas terrestre, ça devient extraterrestre. Qui va changer le cours de leur vie. J'étais persuadé qu'en fait, à un moment donné, j'allais avoir à nouveau une visite. Et personne n'est à l'abri de faire cette rencontre parfois dérangeante, quelquefois bouleversante, souvent inexpliquée. Qu'ils soient agriculteurs, informaticiens ou pilotes d'avion, tous vont se demander s'ils ne sont pas victimes d'une hallucination, si le phénomène qu'ils ont observé est bien réel. Mais que penser alors, quand des centaines ou des milliers de personnes voient en même temps des ovnis qui passent au-dessus de leur tête? Mais que nos avions aillent voir ce qui se passe. Nous allons partir à la rencontre de ceux qui ont fait des observations spectaculaires et trop souvent inexpliquées. Are we the only intelligent beings in the universe? I mean, that would be incredible. The universe is extraordinarily vast. Pour tenter de savoir quelle est la vraie nature de ces phénomènes étranges, ouvrons les dossiers surnaturels. Sommes-nous seuls dans l'univers? Quels sont ces étonnants objets volants non identifiés aux performances incroyables? Et les témoins de ces phénomènes inexpliqués ont-ils vraiment vu des vaisseaux extraterrestres venus nous visiter pour nous observer, nous étudier ou peut-être nous tester? Au début de notre enquête, nous avons choisi de nous tourner vers ceux qui, a priori, connaissent le mieux le ciel, l'aéronautique et les phénomènes atmosphériques. Ce sont les pilotes d'avion. Et nous avons été surpris de découvrir que depuis 1947, ce sont plus de 3500 pilotes civils et militaires qui, à travers le monde, ont rapporté publiquement leurs observations d'OVNI. Jacques Krien est l'un d'entre eux. Ancien leader de la patrouille de France, ce pilote chevronné a accumulé plus de 15 000 heures de vol au cours de sa carrière. Mais le vol qu'il a effectué le 23 septembre 1975 restera à jamais gravé dans sa mémoire. À l'époque, Jacques Krien a 31 ans. Il est pilote de chasse depuis déjà 4 ans et a acquis une solide expérience. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait vivre cette nuit-là. Il est 23 h ce soir-là lorsque Jacques Krien et un second pilote décollent de Creil dans l'Oise pour une mission d'entraînement de nuit. Chacun des pilotes est tour à tour la cible ou le chasseur. Sans repère visuel et uniquement guidé par le radar au sol, le pilote chasseur doit retrouver son collègue dans l'immensité du ciel. Une mission à haut risque. Les deux pilotes sont sur le qui-vive. Il faut dire que c'est un exercice intéressant parce que de nuit, on n'a aucune notion de vitesse de rapprochement, donc c'est dangereux parce qu'on peut l'impression de pas aller vite. Et moi, ça m'est arrivé, ça vous saute à la gueule, c'est le moment de le dire. Pouf. Au début de l'entraînement, Jacques Krien joue la cible. Sur les instructions du radar au sol, il s'éloigne donc de son équipier. J'étais en éloignement et je vois ce que j'ai pris pour un avion de ligne. Bon, un genre de grand cockpit avec des hublots qui arrivait dans mes 10 heures. Ah, je dis là, c'est pas bien parce que on avait quand même malgré tout des relations avec les aviations de ligne, donc où on n'était pas dans notre zone et le contrôleur radar s'était un peu planté, où lui, il n'avait rien à faire là. Surpris et conscient du danger, Jacques Krien alerte immédiatement le radar au sol. Et la réponse qui lui est faite est déroutante. Et le gars, il dit non, moi, j'ai pas de contact sur lui.
Et je dis, vous avez contact sur nous deux? Il me dit, j'ai parfait contact sur vous deux, mais ça, je n'ai pas de contact. Le pilote insiste auprès du radar. Il y a bien quelque chose dans son champ visuel. Et il va bientôt en avoir la certitude, ce n'est pas une hallucination. Non, je confirme, j'ai un trafic qui est en train de me croiser de la gauche vers la droite. Et à ce moment-là, mon équipier arrive, il rassemble, et tac, il termine son truc. Je dis, tu vois ce que je vois? Il me dit, oui, oui, il y a un trafic, et là, on gueule un peu. Et le contrôleur lui dit, non, non, je vous confirme, j'ai pas de contact sur ce trafic. Quel est donc cet engin furtif, non repéré par le radar, qui vole à proximité des deux Mirage 3? Les deux pilotes abandonnent l'exercice, la chasse est lancée. Ils ont une mission, intercepter l'étrange appareil. Là, on rentre dans notre mission de police du ciel en disant, on va voir ce que c'est. Et là, l'adrénaline était là, tout ce qu'on nous avait appris, ça s'est mis, si vous voulez, une concentration extrême pour réussir cette interception. Les deux pilotes prennent l'engin en chasse. Ils se rapprochent du mystérieux appareil, à tel point qu'ils peuvent alors l'observer plus en détail. C'était un objet qui ressemblait à un ballon de rugby, c'est-à-dire rond avec les bouts assez pointus, avec des hublots. Alors c'était très marrant, il y avait 6 ou 7 hublots qui étaient triangulaires et surtout il y avait une lumière à l'intérieur de ce truc qui était une lumière blanche extraordinaire. La traque continue dans les airs, lorsque tout à coup, l'incroyable se produit. À un moment, ça disparaît, quoi. Ça nous laisse sur place. Là, on va à la vitesse de la lumière. Je veux dire, c'est même au-delà, peut-être. J'ai encore jamais vu ça, quoi. Et là, je rappelle le contrôleur, je dis, écoute, c'est quand même étonnant. On vient d'intercepter un truc qui nous a laissé sur place. Mais moi, j'ai rien vu. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on reprend l'entraînement. Les deux Mirages s'éloignent donc l'un de l'autre. Jacques Rine est désormais chasseur. Il doit donc retrouver son collègue à l'aide des indications du radar au sol. Mais après quelques minutes de manœuvre, les deux pilotes vont avoir une nouvelle surprise. Et au moment où j'étais en contact radar avec mon collègue, mais pas encore à vue, là, tac, je vois ce truc-là qui réapparaît. Comme un troisième avion qui vient nous observer. Bon, on y retourne, et ça fait la même chose. C'est qu'arrive à une distance qui aurait été, pour si c'était, je ne sais pas quoi, une distance de sécurité pour lui, ça disparaît. Mais ça disparaît dans l'accélération d'un clin d'œil, quoi. Quel est donc cet engin étrange aux performances et au pouvoir extraordinaires? Ce qu'on avait observé, c'est qu'on ne l'avait pas non plus sur le radar. Ça ne nous a pas brouillé notre système d'armes ni la radio. Donc on ne sentait pas ça menaçant. C'est pas une comète qui est en train de se foutre, de se balader dans le atmosphère et de passer, qui passe, coucou chérie, je passe. Non, non, là, ça me semblait avoir une vie, c'est que ça venait nous voir, ça venait nous observer. Et quand ça se sentait un peu menacé, ça se barrait vite fait, quoi. Donc un système de défense. On n'a pas eu de rayon laser qui nous ont pétrifiés, mais je veux dire, il y avait un système de défense ou d'alerte qui faisait qu'il se dégageait de la menace. Cette observation d'OVNI est incroyable. Tellement incroyable d'ailleurs que Jacques Rine et son collègue décident de se taire. On se pose à Creil et entre nous on se dit bon on en parle pas. Et on dit bon écoute si on en parle, comme c'est de la guerre froide, enfin c'est quand même des trucs où on est au secret, où on passe chez le psy, c'est des emmerdes. Qu'ont donc vu Jacques Rine et le second pilote dans le ciel cette nuit-là? Près de 40 ans après cette observation, l'ancien pilote de chasse n'en a toujours pas la moindre idée. Il a en tout cas une certitude, cet engin n'a pas été fabriqué par la main de l'homme. Ma conviction, ce qu'il veut, c'est qu'actuellement, je ne sais pas encore voir des engins qui ont cette performance-là. Moi, je ne vois pas sur notre planète actuelle un objet volant, un avion, un astronef, ce qu'on veut, une fusée qui vole comme ça. Bon, le problème métaphysique un peu, c'est que si c'est pas terrestre, ça devient extraterrestre. Les témoignages des pilotes, des professionnels sont troublants et souvent crédibles. Mais pour les milliers de personnes qui affirment avoir vu un ovni et qui ne sont pas des spécialistes de l'aéronautique, leurs déclarations sont souvent prises avec beaucoup de précautions, voire de scepticisme. Parmi la multitude de témoignages signalés par des sites et revues spécialisés ou retrouvés dans les archives de la gendarmerie, un en particulier a retenu notre attention. Un cas récent, toujours inexpliqué. Le soir du 27 juillet 2009, près de Poitiers, dans la petite commune rurale de Saint-Julien-Lars, certains habitants font une bien étrange observation qui va les bouleverser. Parmi eux, Hubert Fourtier. Cet agriculteur de 61 ans se souvient de tous les détails de cette soirée très particulière. Il est 22h20, il est alors avec son ami Vincent, en train de moissonner les blés. J'étais sur la marche de mon tracteur et de côté gauche, dans mon carreau, je vois une espèce de boule de feu énorme dont je croyais que c'était le soleil. Donc je regarde côté Poitiers, donc il n'y avait rien. Je regarde côté Saint-Julien et là, dans le ciel, avec Vincent, on voit une grosse boule de feu.
On la regarde et Vincent me dit « Oh, ben c'est un avion qui est en train de se cracher ou c'est un hélicoptère ». Les deux hommes observent alors avec attention la scène qui se déroule sous leurs yeux. Et il ne leur faut que quelques secondes pour comprendre qu'ils sont face à quelque chose d'extraordinaire. C'était énorme, une boule qui aurait fait dans les 30-40 mètres de, vu la hauteur où on voyait, de large. Et tout d'un coup, il y a eu une division de cette boule de feu. Une partie supérieure a disparu et l'autre a continué à descendre doucement. Et puis, d'un coup, il n'y avait plus rien. Hubert Fourtier grimpe alors sur son tracteur. La boule de feu a disparu derrière un bosquet d'arbres au niveau de ses champs. L'agriculteur a peur que ses récoltes ne s'embrasent à cause de la boule de feu. Il lui faut donc faire au plus vite pour se rendre sur les lieux en tracteur et sur une route défoncée. Il n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de son exploitation lorsque l'inimaginable se produit. Là, dans le ciel, à une trentaine de mètres de moi, à peu près 20 mètres, 20-25 mètres de haut, un espèce de truc tout bizarre, comme une forme de poire avec des ombres un peu à l'intérieur. Hubert se demande s'il est victime d'une hallucination. Il prend son téléphone et appelle alors sa mère qui habite tout près. Je lui ai dit, regarde du côté de chez Régis, dans le ciel, il y a un espèce de truc en suspens, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, c'est impressionnant. Il m'a dit, sors. Alors, donc, je suis sortie, mais moi, je marche pas très vite, et j'ai pas couru, parce que je me suis dit, bon, un ovni qui est posé là, c'est pas possible. Figé devant le mystérieux phénomène, Hubert est assailli par l'angoisse. Et là, je mets mon pied sur la marche du tracteur pour pouvoir descendre, mais la peur me prend. Il y aurait eu un moteur, il y aurait eu quelque chose, il y aurait eu du bruit, on était plus rassurés. Mais là, un truc en suspens, sans bruit, sans rien, donc j'étais incapable d'y aller. À mon avis, il n'a pas pu avancer. Il a eu peur et il n'a pas pu avancer. Parce qu'il est quand même pas peureux, et là, impossible de bouger. Je klaxonne, je mets le gyrophare, je fais du bruit avec le tracteur, rien ne bougeait. Et à un moment donné, ça montait un tout petit peu. Et là, je l'ai vu partir jusqu'à ce que les nuages, que l'horizon me l'emporte. On ne peut pas s'imaginer la vitesse où ça va partir. Ça, c'est impressionnant. Hubert est ébranlé, mais il a des doutes sur ce qu'il a réellement vu. Le lendemain, il décide de raconter son histoire à un ami qui tient une station-service non loin de chez lui. Je lui dis, Arnaud, il m'est arrivé un truc hier soir, j'ai vu un espèce de truc dans le ciel auprès de la maison, je lui dis, ça partit à une de ses vitesses, tout ça, et ben, il me dit, c'était vers quelle heure? Je lui dis, c'était à peu près autour de 10h20, 10h20, 10h25. Il me dit, ben, moi, je suis pas ressorti pour fumer une cigarette, et je dis à ma femme, je ne sais pas ce qui passe dans le ciel, mais je ne voudrais pas être dedans à la vitesse que ça passe. Hubert décide alors de se rendre à la gendarmerie pour signaler son incroyable observation. J'explique ça aux gendarmes, bon, un truc dans le ciel, bon d'accord, tout le monde me prenait pour un foufou. Et puis en fin de compte, on n'en parle pas. Hein. Et puis voilà. Mais il y a des personnes qui me disent, oh, bon, vous avez vu, mais vous n'avez pas des illusions, vous devez rêver la nuit, et vous le dites le jour, enfin, vous voyez un peu. Avec Hubert, 6 autres personnes ont été les témoins de l'étrange phénomène. Son collègue, agriculteur dans un champ, sa mère près de sa maison, 2 amis depuis la station-service et un couple de personnes âgées dans le village voisin. Autant de témoins qui, aujourd'hui, se demandent encore ce qu'ils ont vraiment vu. Au cours de notre enquête, nous avons pu constater à quel point les témoins qui ont pu observer un ovni de près en gardaient un souvenir indélébile et que parfois, cet événement extraordinaire allait les poursuivre toute leur vie. Un des témoins que nous avons contacté nous a confié un cahier jauni par le temps dont quelques pages recèlent un petit trésor. Une rédaction d'écolier qui date de 1980. Avec des mots simples, un enfant de 9 ans raconte pourtant une expérience extraordinaire. J'ai vu un ovni le 11 mai alors que nous roulions dans notre chemin. Maman s'écria. Un ovni dans le ciel Papa arrêta la voiture et j'ai eu très peur. C'était la première fois. Nous avons retrouvé l'auteur de cette rédaction à Roussillon, dans le Vaucluse. Cyril Casula a aujourd'hui 43 ans. Il vit à quelques kilomètres à peine du lieu de cette observation qui a transformé sa vie. Ce qui est très curieux, c'est que 34 ans après,
À chaque fois que j'en parle, je revois l'image. C'est comme en fait s'il y avait eu comme un marquage au fer en fait, hein. C'est vraiment ça. Ce soir du 11 novembre 1980, alors qu'il rentre avec ses parents d'une cueillette aux champignons, Cyril assiste à une énigmatique et terrifiante apparition. Il fait nuit, c'est au mois de novembre, c'est précisément 18h45. Notre chemin en fait s'avance à l'orée d'un bois et à la sortie de ce bois, il y a une très très forte luminosité en fait. On distingue bien la chose. Et mon père arrête tout de suite la voiture. Ma mère attrape le bras de mon père et lui dit « Jacques, il y a un ovni ». Qu'est-ce que c'est? Et on voit cette espèce d'immense forme orangée, comme un disque en fait, qui bouge pas, qui se trouve juste au-dessus de nous, en fait, à peu près une trentaine de mètres. Face à ce mystérieux phénomène, les parents de Cyril sont saisis d'effroi. À l'arrière de la voiture, l'enfant, lui, est terrorisé. Moi, je suis pris de panique, ce qui s'appelle de la panique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est presque comme si le temps s'arrêtait. Je me suis caché sous les sièges de la voiture, à l'arrière, puis j'ai gardé un œil sur le phénomène. L'occasion pour Cyril Casula de graver dans sa mémoire les moindres détails de cette étrange vision. Ça représentait en fait une forme oblongue, véritablement oblongue, en fait, comme un grain de riz, qui serait entouré de couleurs tournoyantes en fait, autour. C'était vraiment très impressionnant, ça éclairait, mais ça n'éblouissait pas. L'OVNI reste immobile une quarantaine de secondes avant d'entamer un curieux mouvement. L'objet, en fait, qui était juste au-dessus de nous, il s'est élevé un tout petit peu, il s'est déplacé latéralement, toujours sans bruit, et tout à coup, en même pas une seconde, en fait, on l'a vu partir à une vitesse foudroyante. À ce moment-là, il a changé de couleur, en fait. D'une couleur orangée, jaune-orangé, est devenu vert, et il a disparu derrière la colline qui est à 6 km, en même pas une seconde. Les occupants de la voiture sont en état de choc. Cyril est prostré. Ses parents restent interloqués. Je ne sais pas combien de temps on a dû rester sans bouger, en fait. Et puis, on a redémarré. Et à peine arrivé, en fait, mon père a décroché le téléphone et appelé la gendarmerie tout de suite, en fait. Donc, pour que mon père fasse ça, quelqu'un qui est ce que j'appellerais un terrien, il a quand même fallu qu'il y ait quelque chose qui lui, en tant qu'adulte, le dérange fortement, en fait, on va dire. Remis de ses émotions, l'enfant qu'il est alors se forge très vite une conviction. Passé la peur, j'étais persuadé qu'il y avait des extraterrestres, en fait, et que donc ils allaient revenir, en fait. Et pendant de longues années, mais longtemps, hein, je veux dire, jusqu'à mon adolescence, même un peu plus tard, j'étais persuadé qu'en fait, à un moment donné, j'allais avoir à nouveau une visite. Le plus extraordinaire, c'est que le pressentiment de Cyril Casula va se concrétiser. Mais bien des années plus tard, il y a seulement 3 ans, alors qu'il ne s'y attendait plus. Le 18 juillet 2011, il se balade sur les hauteurs de Digne-les-Bains avec un ami. Soudain, les deux hommes ne vont pas voir un ovni, mais toute une escadrille. Et immédiatement, ça c'était vraiment très curieux, j'ai su que c'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais immédiatement j'ai dit à Richard, ils sont là. Ce jour-là, les deux hommes sont témoins d'un spectacle inédit, un véritable show aérien d'ovni. Cyril Casula sort précipitamment de la voiture, suivi de près par son ami anglais Richard. Première surprise. On les a vus arriver tranquillement, en fait, au-dessus de nous. Ça s'est déplacé vraiment à vitesse lente, en fait. J'ai vu ce que j'appelle un chevron brisé, avec 3-4 objets, un en avant, un en haut et 2 en bas. Je ne savais pas ce que c'était. Ce qui surprend le plus les deux hommes, c'est l'évolution permanente du phénomène. Et tout à coup, 4 d'entre eux sont venus rejoindre la formation existante pour former un chevron parfait. Les appareils se sont mis à dessiner des formes géométriques dans le ciel. Ça s'est passé au-dessus de nous avec un angle de 70 degrés. C'était seulement à quelques kilomètres de nous, très proche. Un spectacle magnifique qui laisse les deux hommes sans voix. Mais un détail les intrigue. Les appareils évoluaient d'une manière verticale, comme ça. Donc ça, c'est vraiment très très curieux, parce que pour avoir fait un peu l'aérodynamique, c'est compliqué pour un avion de tenir longtemps dans cette position-là. Contrairement à sa première observation, la peur est absente. C'est un sentiment de plénitude qui envahit Cyril et Richard. Au moment où on a vu ça, on a été submergé de joie, comme inondé, en fait, vraiment une bouffée, en fait. Et donc le sourire scotché.
L'escadrille d'OVNI finit par disparaître. Et pour Cyril, c'est le début d'un questionnement qui n'aura jamais de réponse. Avec Richard, qu'ont-ils vraiment vu dans le ciel de Digne-les-Bains? Nous avons étudié le rapport très détaillé qu'a rédigé Cyril Casula après son observation. Pour tenter de trouver une explication, il a entrepris de nombreuses recherches. Je me suis rapproché de clubs de modélisme, je me suis rapproché des mécaniciens de la patrouille de France, je me suis rapproché de l'aéroport de Nice notamment qui était le plus proche. J'ai regardé ce qui se faisait au niveau des drones militaires aujourd'hui, mais pas du tout. Parallèlement à ses recherches, Cyril Casula a déposé son témoignage en gendarmerie. Il a aussi contacté un organisme peu connu, le GEPAN, le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Cette structure officielle a une mission particulière, enquêter sur les ovnis. Nous poursuivons notre enquête à Toulouse. C'est au sein du CNES, le très sérieux Centre national des études spatiales, que se trouvent les bureaux du GEPAN. Créée en 1977, cette structure a été longtemps unique au monde. La France a été particulièrement novatrice en confiant l'étude des ovnis non à des militaires, comme ce fut le cas aux États-Unis, mais à des civils. En près de 40 ans d'existence, le GEPAN a étudié plus de 2000 cas. Entre ses murs sont précieusement conservées des centaines d'archives auxquelles tout ufologue rêverait de pouvoir accéder. Des dossiers, des photos, des procès-verbaux, des objets qui retracent l'histoire des ovnis au XXe siècle. Le GEPAN a une mission très terre-à-terre. Recueillir les témoignages d'observations d'ovnis, les étudier et les classer. Xavier Passot dirige le GEPAN depuis 3 ans. Cet ingénieur sait qu'il a une mission délicate. Entre fantasmes et réalité, Xavier Passot doit faire le tri dans tous les témoignages qui lui parviennent. Sur ces panneaux, on a affiché les dessins qu'ont fait les témoins sur des cas particulièrement intéressants ou particulièrement étranges. Ce qui est intéressant de voir sur ce panneau, c'est les dessins techniques que peuvent nous envoyer les témoins. En parallèle, de l'autre côté, on a un mur plus avec soit des photos, soit des dessins un peu artistiques. Bon, on sent bien que les gens ont vu quelque chose, hein, donc les gens n'affabulent pas sur ce qu'ils ont vu, mais ils en font une interprétation souvent très excessive en fonction de leur culture, de leur peur, de leurs émotions, de tout un tas de paramètres. Donc la difficulté pour nous, c'est arriver à estimer dans le rapport d'observation qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui peut être de l'interprétation. Et ça, c'est vraiment très difficile. La crédibilité d'un dossier repose avant tout sur la fiabilité du témoin, qui est très souvent l'unique observateur du phénomène. Et chaque jour, de nouveaux phénomènes, de nouvelles inventions donnent lieu à de nombreux nouveaux témoignages et à de nouvelles explications. Parmi les nouveaux ovnis qui sont apparus récemment, ces ailes volantes, observées de nuit. Au GEPAN, ces ailes volantes lumineuses radiocommandées, qui font le bonheur des aéromodélistes, sont étudiées de près. Il y avait eu un article de journal qui avait relaté des témoignages. Et du coup, on avait envoyé un enquêteur dans le coin qui nous a fait ce joli film. Et c'était en fait des jeunes gens qui faisaient partie d'un club d'aéromodélisme et qui testaient un nouveau modèle d'aile volante qui avait semé un peu l'émoi dans le quartier. Donc avec les petits rubans de LED. Dans certains cas, l'analyse des images de soi-disant ovnis est plus compliquée. Le GEPAN a alors recours à des experts, comme par exemple François Louange, qui a créé un logiciel qui permet de faire parler les images, de révéler ce qui est peut-être caché, ce qu'on ne voit pas. Ce logiciel permet d'abord de vérifier si les photos ont été retouchées. Celles qui apparaissent en rouge, eh bien, c'est qu'il y a des choses qui sont suspectes. Ça veut dire que c'est passé par un logiciel. On nous dit aussi que la date de modification de l'image n'est pas la même que celle de prise de vue. Donc en gros, on peut déjà très vite faire ce tri. Quand François Louange est certain que la photo n'a pas été trafiquée, il peut donc commencer à l'analyser. Et quelquefois, il ne met que quelques secondes pour éliminer des cas d'erreur très courants. Par exemple, les lanternes thaïlandaises dans le ciel, vues de très loin. Lâchés dans le ciel au cours des fêtes et des mariages, ces petits ballons à air chaud sont depuis quelques années la source de très nombreuses méprises.
Si on n'a jamais vu ça, il est tout à fait logique qu'on soit complètement sidéré et qu'on se dise « j'ai vu quelque chose d'inexpliqué ». En quelques minutes, François Louange peut démasquer les lampions lumineux. Ceux-ci sont tout simplement trahis par leur couleur. Démonstration avec cette photo sur laquelle 3 points orangés apparaissent distinctement. Et l'outil en question me permet de désigner une telle lanterne et des calculs vont être faits pour calculer la couleur moyenne qu'il y a dans cette source lumineuse ici. Le logiciel établit alors très précisément la carte d'identité de cette couleur et la compare à la gamme de couleurs spécifiques qu'émet une lanterne thaïlandaise. Et si je pose la question au système, s'agit-il possiblement d'une lanterne thaïlandaise? Dans ce cas-là, il va me répondre « oui, c'est probable ». Pour cette photo, peu de doute possible, pas d'ovni ici, juste un lumignon lâché dans le ciel à l'occasion d'une fête. Revenons au classement du GEPAN. 37% de cas sont donc expliqués ou probablement identifiés. Il y a aussi 41% des dossiers dits de type C, qui manquent de données suffisantes pour pouvoir enquêter sérieusement sur la nature du phénomène. Reste donc la fameuse catégorie D. 22% des dossiers du GEPAN sont aujourd'hui, après enquête, classés inexpliqués. Pour autant, ils ne sont pas forcément inexplicables. Ce sont tous d'anciens dossiers. La plupart des dossiers datent d'il y a plus de 10 ans. Si les enquêteurs de l'époque avaient eu les moyens d'investigation d'aujourd'hui, ils auraient probablement trouvé une explication. Car aujourd'hui, les technologies modernes permettent de casser des rêves ou de révéler des supercheries. C'est le cas pour 2 photos prises en 1950 dans l'Oregon aux États-Unis. Elles ont fait le tour du monde. Des experts en images ont très longtemps tenté de percer leurs secrets, en vain. C'est François Louange, notre expert français, qui a finalement brisé ce mythe de l'ufologie. Ce sont les fameuses 2 photos dites de McMinnville, qui sont des photos en noir et blanc montrant un objet, apparemment discoïdal. Donc la question qui se pose, est-ce que cet objet vu ici est, comme le disait le témoin, un objet gros et lointain dans le ciel, ou d'un objet petit et suspendu aux câbles électriques qui sont ici dans le haut de la photo, auquel cas il serait relativement petit. Mais si fil il y a, où se cache-t-il? Et surtout, comment le mettre en évidence? L'idée est de se dire que dans certains cas, il est possible qu'il y ait des restes d'informations très faibles, perdus dans le bruit, entre guillemets, que constitue le fond du ciel. Grâce à des calculs, le logiciel va révéler la concentration de pixels foncés le long d'un axe où devrait se trouver le fil. Le fil, invisible à l'œil nu, est donc démasqué. On a bel et bien un fil ici. Ceci est d'autant plus vrai que sur la 2e image de McMinnville, si on fait la même chose, on trouve la même chose avec à peu près le même angle. Donc, la démonstration est faite. Pour François Louange, le travail sur les anciennes photos d'OVNI est loin d'être terminé. Il tente d'analyser d'autres photos célèbres, comme par exemple celles prises au Costa Rica ou au Pérou dans les années 60. Des clichés qui font toujours rêver des ufologues du monde entier, persuadés d'y voir de mystérieuses soucoupes volantes. En poursuivant notre enquête, nous nous sommes particulièrement intéressés à un autre phénomène d'observation collective qui s'est déroulé, lui, en Belgique. En 1989 et 1990, durant 18 mois, de manière épisodique, de mystérieux engins volants ont été observés par près de 2000 témoins. Cette vague belge a commencé le 29 novembre 1989 à Eupen, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Liège. Ce soir-là, 143 personnes sont témoins d'une bien étrange apparition. Et parmi eux, plusieurs gendarmes. Frédéric Van Blodorp est journaliste. Alors qu'il était étudiant, il s'est particulièrement intéressé à la vague belge. Il est l'auteur d'un mémoire très documenté sur ces mystérieux ovnis. Le portrait robot, c'est un triangle avec 3 feux qui se déplaçait de manière silencieuse, capable de produire de grandes accélérations. C'est quelque chose qui est revenu dans énormément de témoignages, qui a été dessiné par beaucoup de gens. Ce soir du 29 novembre 1989 débute donc ce que les médias et les ufologues du monde entier vont appeler la vague belge. La population intriguée se passionne pour ces mystérieux engins qui survolent régulièrement le territoire. Très rapidement, ce sont les journalistes locaux qui ont couvert les événements. Et je pense que l'abondance de témoignages sur la première soirée, il y en a déjà eu énormément, a fait que ça a donné du crédit. Il se passait réellement quelque chose. Et puis alors, il y a eu un entraînement médiatique.
Les rédactions nationales et puis internationales se sont intéressées au sujet. Une médiatisation si importante que les pouvoirs publics ne vont pas tarder à s'intéresser au mystérieux phénomène qui commence à inquiéter la population. 25 ans après les faits, Guy Coëm, ministre de la Défense belge à l'époque, se souvient précisément de ces événements qui ont failli plonger le pays dans la crise. Je suis ministre de la Défense et j'en prends connaissance par les journaux, comme tout le monde. Un véritable vent de folie s'empare notamment de la presse. Les gens voient des ovnis un peu partout. C'est comme ça qu'on le ressent à ce moment-là. Le phénomène ovni fait même l'objet d'une question au gouvernement devant la Chambre des représentants. L'abondance de témoignages, la surmédiatisation du phénomène a fait que le pouvoir politique et les autorités militaires se sont trouvés confrontés à une pression très forte de l'opinion publique qui voulait savoir, qui voulait avoir des réponses. Dans les coulisses du pouvoir belge, une cellule de crise est organisée. Nous étions soumis à des tas de lettres, d'interrogations, d'interpellations. C'était une véritable folie médiatique à ce moment-là. Et à partir d'un certain moment, ayant décidé de mettre l'armée vraiment au service de la nation, travaillant dans la transparence, j'ai réuni quelques officiers supérieurs, des généraux, notamment de la force aérienne, pour envisager avec eux ce que l'on nous demandait, mais que nos avions aillent voir ce qui se passe. Guy Coëm et les hauts gradés de l'armée de l'air mettent donc au point une procédure très précise. Le but, éviter aux avions de combat de décoller à la moindre alerte, tout en étant suffisamment réactifs pour avoir une chance d'en apprendre plus sur ces mystérieux engins. Nous avons décidé que si des policiers ou si des gendarmes recevaient de nouveau des informations sur le sujet, elles pouvaient être communiquées immédiatement à la force aérienne belge. Et dans le cadre de l'alerte de réaction rapide, pour voir ce qui pouvait se passer dans l'espace aérien belge à ce moment-là, nous pouvions faire décoller en très peu de minutes nos pilotes. Le 30 mars 1990, vers 23 h, des civils et des gendarmes font des observations étranges dans le ciel. 15 minutes plus tard, un centre radar situé à 40 km de Bruxelles détecte un éco-radar non identifié. 2 avions F-16 décollent. La chasse est lancée. La nuit est claire, avec une visibilité sur 8 à 15 km. Pourtant, les chasseurs vont poursuivre un objet qu'ils ne verront jamais. En revanche, le radar des avions signale parfois pendant plus de 20 secondes la présence d'un objet capable de déplacement inimaginable, passant en quelques secondes d'une vitesse de 280 km/h à une vitesse de 1800 km/h, en plongeant vers le bas. À chaque fois que les pilotes, guidés par leur radar, parviennent à s'approcher de l'OVNI, toujours invisible, celui-ci disparaît des écrans. Je m'en réfère au rapport, évidemment, qui a été fait par les pilotes et au radar, et ensuite aux analyses qui ont été faites dans les semaines qui ont suivi. Les enregistrements réalisés par les radars des 2 avions F-16 envoyés en reconnaissance permettent d'affirmer qu'il ne peut s'agir d'aucun appareil connu sur Terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui encore, on n'en sait rien. Quel est donc ce mystérieux appareil qui survole à sa guise l'espace aérien belge? Les hypothèses sont nombreuses. L'une d'entre elles va toutefois retenir l'attention de tous. Avec ses capacités hors du commun, l'OVNI ne serait-il pas un prototype d'un nouvel avion de combat américain réputé furtif, le F-117? L'affaire fait grand bruit. Les États-Unis démentent. L'ambassade des États-Unis à Bruxelles a produit un communiqué de presse expliquant qu'actuellement il n'y avait pas de F-117 qui survolait le pays. Un démenti très officiel qui semble toutefois confirmé par les enquêtes plus officieuses menées dans les couloirs de l'OTAN. Les généraux belges ont eu des contacts formels et informels à travers l'OTAN avec des homologues américains, voire d'autres pays. Et donc, mais ça, c'est une hypothèse qui doit être exclue. Il n'y a jamais eu un avion espion, il n'y a jamais eu un aéronef de quelque nature que ce soit que l'on testait au-dessus de la Belgique. Si cet appareil existe, 25 ans après, on ne l'a pas encore vu. Du reste, moi, j'aime encore bien faire appel au bon sens. Et donc, je me dis que si, effectivement, les Américains ou d'autres testaient un engin ultra secret, je
pense qu'après quelques soirées où plusieurs centaines de personnes auraient vu quelque chose, ils ne seraient pas restés 6 mois, 1 an de plus dans cette zone. Mais ça, c'est le bon sens, tout simplement, qui parle. L'énigme reste donc entière. Qu'est-ce qui a 18 mois durant survolé la Belgique? Quel est donc cet appareil aux capacités extraordinaires? C'est un dossier rare, bizarre. Toute personne de bonne foi admet que la Belgique a été survolée par ce fameux triangle. Parmi tous ces témoignages, un certain nombre d'entre elles ont pu être expliquées par différentes raisons. Que ce soit, il y a eu des lasers, un jour il y a un morceau de fusée qui est retombé dans l'atmosphère, mais ça n'explique pas tout. Il s'est passé quelque chose, mais quel type de phénomène? Je n'en sais rien. Je ne crois pas aux petits hommes verts, je ne crois pas aux martiens, ni à ce genre de choses. L'ancien ministre de la Défense belge reste prudent. Et il a peut-être raison. Car parfois on découvre bien des années plus tard, dans des dossiers classés secret défense, que certaines étranges visites d'OVNI n'ont rien d'extraterrestre. Au cours de notre enquête, nous avons ainsi eu une surprise. Le 2 juillet 2014, via Twitter, la CIA faisait une révélation au monde. That was us. C'était nous. La CIA reconnaissait publiquement que certaines observations de phénomènes lumineux étranges dans les années 50 étaient causées par un U-2, l'un des plus célèbres avions espions américains qui a servi pendant la guerre froide. Depuis les années 50, les secrets et les rumeurs entourent le mystère des ovnis. Les feuilletons, souvent américains, les films qui les ont popularisés, ont contribué à faire émerger une culture très particulière. Les passionnés du phénomène ovni sont très nombreux. On les appelle les ufologues, selon le nom anglais UFO, Unidentified Flying Object, en français, objet volant non identifié, OVNI. Dans l'histoire des ovnis, un rapport très volumineux a fait couler beaucoup d'encre. C'est le rapport Cometa. Cometa pour Comité d'études approfondies. Tout un programme. Son sujet, les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer? Des généraux, des policiers, des juristes, des ingénieurs ont décidé en 1996 de créer une association et de travailler sur un sujet dont personne, officiellement, ne veut entendre parler. Le général Norlin est, à l'époque, l'ancien directeur de l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Il a préfacé le rapport Cometa. Le Cometa, c'est un groupe de travail qui a été formé par le général Letty et qui avait pour objet de réunir des scientifiques, des experts qui pourraient parler et qui pourraient réfléchir à la question des ovnis de façon la plus rationnelle possible et de façon sensée. Les experts ont travaillé sur ce rapport de manière très discrète. Mettre sur la table la question des ovnis, un sujet risible ou ridicule pour beaucoup, c'était prendre le risque de perdre beaucoup de crédibilité. Mais pour certains militaires, la question mérite d'être posée. Je pars du principe qu'à partir du moment où quelque chose n'est pas expliqué, n'a pas trouvé d'explication rationnelle, bon, ça vaut la peine de s'y intéresser, ça vaut la peine de creuser un peu cette question pour essayer de comprendre. Durant de longs mois, le groupe d'experts va rouvrir les dossiers de nombreux cas d'observations inexpliquées. Et ils vont aussi essayer de retrouver certains témoins qui auraient vu des phénomènes très intrigants, mais qui ont voulu rester anonymes. Comme le commandant de bord Jean-Charles Duboc, un pilote d'avion de ligne qui a longtemps préféré se taire plutôt que d'être pris pour un illuminé. Le vendredi 28 janvier 1994, l'Airbus A320 piloté par le commandant Duboc s'envole de Nice, destination Londres. Les conditions météo sont excellentes, la visibilité est bonne. Il est 13h14, l'avion survole la Seine-et-Marne. Les personnes présentes dans le cockpit assistent alors à une drôle d'apparition. On était très haut, on était à 12 000 mètres d'altitude, c'était le plafond du 320. Une quarantaine de passagers à bord, un vent de face assez fort. Et puis, donc on était au-dessus de Coulommiers, et puis le steward qui était dans le poste, il a dit à un moment, il y a un ballon météo. Un ballon météo à cette altitude-là, ça peut arriver. Et finalement, je vois pas du tout un ballon météo, je vois un objet incliné, à 45 degrés d'inclinaison. Puis je me dis, ça c'est un avion, et à cette altitude-là, à 45 degrés d'inclinaison, il va décrocher, puis ça va mal se finir. Mais l'objet ne décroche pas. Bien au contraire, il se remet à l'horizontale. Durant 1 minute, les 3 témoins présents dans le cockpit ont tout le loisir d'examiner l'étrange engin. C'était rond comme ça. Hein. Nous, on l'a vu sur la tranche.
Et puis il s'est mis à l'horizontale. Il était rouge sombre, il était immense et il avait les bords flous. C'est la taille d'un paquebot dans la stratosphère quand même. Cet ovni a des dimensions colossales, mais l'équipage n'est pas au bout de ses surprises. Au bout d'une minute, il s'est dématérialisé. Poum, il a disparu. Ça, c'était vraiment le gag. Parce que c'est un peu Star Trek. Hein. Il part, poum, il disparaît. Ben là, c'était ça. Puis, il est devenu transparent, il a disparu. Puis à un moment, on s'est dit, mais il est plus là. On l'a pas vu partir. Les membres de l'équipage restent perplexes. On est habitué, des avions, notre carrière, on envoie des milliers ou des dizaines de milliers dans l'air, on identifie tout de suite. L'hélicoptère, pareil, les balles dirigeables aussi. Non, mais ça sortait complètement des clous. On n'avait jamais rien vu d'équivalent. L'équipage appelle alors le contrôle aérien. Au sol, sur les écrans radars qui scrutent le ciel, il n'y a aucune trace de l'OVNI. Le commandant du BOC décide alors qu'il ne fera pas de rapport sur l'étrange vision. Car dans le milieu aéronautique et chez les pilotes, on apprécie peu les plaisanteries. J'ai pas fait de rapport écrit. Je voulais pas passer pour un illuminé. Ah oui, et comme ça n'existe pas scientifiquement, les ovnis, donc ça n'existe pas officiellement. Hein. Et donc moi, il est hors de question que je fasse un rapport sur ce qui n'existe pas. Bon. Mais l'affaire n'est pas close. 2 ans plus tard, le commandant du BOC tombe par hasard sur un article qui va retenir toute son attention. Puis je prends le Paris Match, hein, et puis je vois un avenue au-dessus de Paris. Il était reproché au commandant de bord de ne pas avoir fait un compte-rendu. Je dis, oula, ça m'a l'air d'être mon affaire. Et effectivement, il y avait tout, il y avait la date, la position, tout. C'était vraiment... Donc là, j'ai fait un rapport que j'ai envoyé à la gendarmerie de Roissy. Puis en me disant, ça va être placé dans un tiroir, je vais jamais en entendre parler. Mais pas du tout. Et une semaine après, je reçois un fax du général Denis Letty qui me dit « Ah ben, ça fait des années qu'on vous cherche, parce que votre cas est vraiment intéressant. Je suis président du comité OVNI des anciens élèves de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. » Alors là, je suis tombé de haut. Le commandant du BOC est également contacté par le GEPAN. J'ai dit « C'est sérieux. Il y a l'armée de l'air dessus. » Et puis il y a le CNES, donc le Centre national d'études spatiales, dessus aussi. Alors là, je me suis dit que c'était vraiment très très sérieux. Et j'ai découvert que, en fait, il y avait eu un écho-radar. Un écho-radar qui avait duré 50 secondes et qui avait coupé la route du 320. On était quasiment percutés. Une trace radar qui renforce donc considérablement le témoignage de Jean-Charles Duboc et qui va lui éviter de passer pour un fou. J'avais un écho-radar. Donc là, on sait que c'est vrai. C'est indiscutable. Des témoignages concordants, une preuve matérielle. L'observation du commandant Duboc est particulièrement solide. C'est la raison pour laquelle son témoignage est venu rejoindre ceux consignés dans le rapport Cometa. Un rapport qui recense les cas français les plus documentés et les plus intrigants, ainsi que des cas d'observation à l'étranger qui n'ont eux aussi aucune explication. Pierre Bescon, ingénieur général de l'armement. Il a participé à l'enquête Cometa. Nous avons ensuite rédigé le rapport. Ça a pris beaucoup de temps. Chacun des mots dans ce rapport est pesé. La précision avec laquelle nous écrivons dans ce rapport est extrêmement importante. Les experts ont retrouvé et auditionné de nombreux témoins. Ils ont fouillé les archives. Enquêter sur les ovnis en ayant un prisme défense nationale, ça signifie pas le droit à l'erreur. C'était un état des lieux très complet, très objectif, avec une approche très scientifique, qui ne se cachait pas derrière son petit doigt, c'est-à-dire qui traitait de toutes les questions, y compris les plus difficiles, sur les hypothèses que les gens émettent. Les experts du rapport Cometa travaillent entre autres sur une hypothèse plutôt dérangeante, l'hypothèse extraterrestre. En 1999, ce rapport, que personne n'avait demandé, a été remis aux plus hautes autorités de la République, le président Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin, avec un objectif ambitieux et surprenant. On a mis ce rapport dans la perspective de « y a-t-il un problème de sécurité pour la nation ?» Et donc on interpellait les pouvoirs publics, on intervenait le président de la République et le Premier ministre pour leur dire « écoutez, toutes les hypothèses sont envisageables, il ne faut en négliger aucune, sinon ça n'est pas scientifique de supprimer des hypothèses possibles. En particulier, vous avez l'hypothèse extraterrestre.
Bon, on ne peut pas en dire grand-chose, mais on n'a pas le droit scientifiquement d'éliminer cette hypothèse-là. Vous, en tant que gérant principal de la nation France, vous devriez vous préoccuper de cette question-là, parce que si un jour vous étiez visité, il ne faudrait pas que vous soyez pris de court. Donc le mieux serait que vous y réfléchissiez quand même. Notre rapport était orienté dans ce sens-là. Les conclusions ont fait couler beaucoup d'encre. Mais 15 ans après, les membres du COMETA assument leurs travaux. Cette hypothèse extraterrestre, si on en tient compte, on s'aperçoit que ça collerait bien avec un certain nombre d'observations qui sont faites, avec les vitesses extraordinaires, avec donc des techniques que nous ne possédons pas. Nous ne savons pas faire ça, mais nous ne privilégions pas du tout cette hypothèse-là. Nous disons, nous n'avons pas le droit de l'ignorer. Ce n'est pas la même chose. Et ce rapport fait encore aujourd'hui référence dans le monde. On cite le rapport COMETA, effectivement, comme étant l'état des lieux le plus précis aujourd'hui. Fraîchement accueilli en France par une presse sceptique et des politiques qui s'en seraient bien passés, le rapport COMETA a en revanche beaucoup intéressé les Américains qui, eux, sont beaucoup plus ouverts à toutes les hypothèses, à commencer par la possibilité d'une vie extraterrestre. Pour en avoir un aperçu, nous sommes donc partis enquêter à San Francisco, aux États-Unis. Derrière ces murs, depuis plus de 50 ans, des scientifiques travaillent avec beaucoup de persévérance. Parmi eux, Seth Shostak. Cet astronome est à la tête d'un programme de recherche unique en son genre, le SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Objectif du projet, mettre en évidence l'existence d'une vie extraterrestre intelligente. Serions-nous les seuls êtres intelligents de l'univers? Ça serait tout bonnement incroyable. L'univers est extraordinairement vaste, il pourrait même être infini, et c'est difficile de penser que la Terre serait le seul endroit où la vie, et la vie intelligente, existent. Partant de ce postulat, les chercheurs du SETI ont donc développé une approche novatrice. Ici, pas question de conquête spatiale. Il a rapidement été très clair qu'on ne trouverait pas de traces de cette vie juste en construisant des fusées et en allant sur d'autres planètes. Donc l'idée du SETI, c'est que vous n'avez besoin d'aller nulle part. Vous prenez simplement votre voiture et vous allez au radiotélescope de votre quartier qui a juste une grosse antenne. Là, c'est un petit modèle. La manière dont ça fonctionne est assez simple. Les ondes radio arrivent ici, sont renvoyées dans le récepteur ici. Nous avons 42 antennes. Elles tournent toutes ensemble. Elles basculent toutes ensemble pour chercher à capter un signal. On étudie ensuite le maximum de fréquences que l'on peut. On recherche s'il y a un signal quelque part. Parce que s'il y en avait un, ça voudrait dire qu'on ne sait rien de cette vie extraterrestre, on ne sait pas à quoi elle ressemble, mais ça veut dire aussi qu'elle sait construire une radio. Et c'est ce qu'on recherche. Ainsi résumé, la tâche peut donc sembler facile. Pourtant, après 50 années de recherche, le SETI n'a toujours pas mis en évidence la moindre trace de vie extraterrestre. Et le travail est d'autant plus fastidieux qu'il est pollué par une multitude d'ondes radio, bien terrestres celles-là. On intercepte plein de signaux tout le temps. On capte des signaux toutes les 10 secondes. Mais pour qu'on soit sûr que le signal est bien celui que l'on recherche, soit un signal produit par une autre civilisation, nous devons pouvoir l'intercepter plusieurs fois, au moins 2 fois. Pour multiplier les chances de rentrer en contact avec d'autres civilisations, le SETI a créé un poste sans doute unique au monde. C'est Douglas Vakosh qui occupe cette fonction très particulière. Il est chargé de rédiger un message à l'intention des extraterrestres. On espère tous que d'autres civilisations sont en train de nous envoyer des signaux. Mais il est possible que tout le monde écoute et que personne n'émette. Peut-être que c'est à une jeune civilisation comme la nôtre de faire le gros du travail si on veut entrer en contact avec un autre monde. Mais une question se pose alors. Quel langage, quel code utiliser pour communiquer avec une autre civilisation ? Si vous êtes capable de créer une technologie pour communiquer, cela implique que vous ayez des bases en mathématiques et en sciences. Et c'est ça qui devient un langage universel. C'est donc sur cette base qu'a été conçu le message le plus célèbre jamais envoyé dans l'espace. Il date de 1974. Derrière ces sigles bizarres, la carte d'identité de l'humanité. Sur le haut de cette image, vous avez les chiffres de 1 à 10. Puis une explication des éléments chimiques qui sont nécessaires à la vie sur Terre.
un être humain, et enfin le télescope depuis lequel ce message a été envoyé. Notre espoir, c'est que si un astronome d'un autre monde a ce message, il comprendra ce système simple de code binaire. Grâce à ce système de codage binaire, Douglas Vakosh travaille désormais à un message qui présenterait plus en détail le corps humain. Autre piste de réflexion pour le chercheur, encoder des notions comme la beauté ou l'altruisme. Ces messages seront-ils un jour reçus? Seront-ils décryptés dans une lointaine galaxie? Ce rêve fou de communiquer avec une civilisation extraterrestre est-il en passe de devenir réalité? Retour en France. Pour trouver des réponses à ces questions, nous nous sommes rendus au Centre national d'études spatiales à Paris. Michel Viseau est exobiologiste, et pour le chercheur, aucun doute. Le SETI poursuit des chimères. Penser que l'on puisse communiquer, c'est-à-dire échanger avec une forme de vie avec laquelle on ne partage rien, ni code génétique, ni moyen de communication, même s'ils utilisent le son, imaginons qu'ils utilisent le son, imaginons qu'ils utilisent un langage fait avec des lettres, un code, tout ça transmis par des ondes radio éventuelles dont on capterait quelques morceaux, moi, ça me semble relever là aussi de l'illusion. Si la communication avec une vie extraterrestre semble difficile, voire impossible, aujourd'hui le préalable, l'existence même d'une vie extraterrestre, est une hypothèse tout à fait plausible. Jean-François Clairvoy est l'un des 9 Français à être allés dans l'espace. Pour ce spationaute, les découvertes astronomiques récentes ouvrent le champ de tous les possibles. On a déjà trouvé des planètes tournant dans la zone habitable en orbite autour de leur Soleil. On ne sait pas si elles sont habitables ni encore moins habitées, mais elles sont dans la zone habitable de leurs étoiles, de leur Soleil. Donc on en est à 2000. On sait grâce au télescope spatial Hubble, entre autres, qu'il y a plusieurs dizaines de milliers, de milliards d'étoiles dans notre univers visible, juste visible. Donc c'est très facile d'imaginer que des planètes identiques à la Terre, qui ont de l'eau à la fois liquide, vapeur, puissent exister avec des possibilités d'assemblage de produits chimiques comme ce qui nous constitue pour constituer du vivant. Et donc, je crois que la plupart des gens qui font de l'exobiologie, et maintenant la plupart des scientifiques qui touchent un peu à ces questions-là, sont quasiment persuadés qu'il existe effectivement quelque part de la vie. Alors, par contre, les chances qu'on a de la détecter, c'est une vraie question, on y travaille. Avec de nouveaux moyens, de nouvelles technologies et la circulation de l'information, les prochaines observations d'OVNI dans le ciel ne resteront peut-être pas inexpliquées. Mais beaucoup resteront certainement mystérieuses et surnaturelles. Pour certaines personnes, ces ovnis resteront des phénomènes étranges sur lesquels il faut continuer d'enquêter sans pour autant privilégier une hypothèse plus qu'une autre, faute de preuves formelles. Pour d'autres, qui croient à la possibilité de l'existence d'une vie et d'une civilisation extraterrestre, certaines manifestations dans le ciel sont les signes certains, évidents, d'un premier contact avec des êtres venus d'ailleurs. Vous savez, si on me demande est-ce que vous croyez aux ovnis, la première chose que je réponds, c'est pas une question de croyance. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vous démontrer que la vie existe ailleurs, personne ne peut vous démontrer qu'elle n'existe pas, et personne ne peut vous démontrer que les objets volants non identifiés sont des objets pilotés par des extraterrestres. Donc vous pouvez penser ce qui vous plaît. C'est votre conviction ou votre préférence. Ma préférence, c'est qu'on n'est pas seul dans l'univers. À chacun sa vérité, à chacun ses convictions.